Merci d'être là. C'est bien de se retrouver après 2 ans. Vous savez, il y a 2 ans, on avait discuté autour de cette table de comment augmenter la taille du gâteau et la croissance. Et puis 3 mois plus tard, patatras, on se demande si le livre est un bien essentiel. Il se trouve néanmoins qu'il apparaît que dans l'ensemble des industries de la culture, pendant cette période pénible pour tout le monde, mais que l'édition soit un des secteurs des industries de la culture qui s'en soit pas mal si sorti que ça. C'est ce qu'on va essayer de confirmer maintenant. Mais je vais vous présenter les participants à la table ronde pour discuter de ces sujets. Regina Ciondo, dont c'est la première foire du livre. Il y a plein de premières, là, c'est formidable, et y compris qui est la présidente du Centre national du livre, donc qui est au cœur de l'observation de ce qui se passe. Une observation universitaire après avec Françoise Benamou, qui est la coprésidente du cercle des économistes parfaitement spécialisés dans le monde de la culture et de l'édition. Après, quelqu'un que vous connaissez, Guillaume Valut, un jeune éditeur totalement inconscient et qui essaye d'inventer une nouvelle forme d'édition pour disrupter un peu, pour dépenser moins de carbone, dépenser moins de papier. Il va nous raconter ça tout à l'heure. À côté de lui, Pierre Dutilleul, ça c'est le directeur général du syndicat national de l'édition, qui est une espèce de sage qui nous fera un point sur où en est l'édition, et Patrick Volpillac, qui est le directeur général d'ALCA, qui est l'agence du livre et du cinéma de Nouvelle-Aquitaine, et qui va nous parler des efforts régionaux. Et le grand monsieur à côté de cette table, oui, mais pas... il nous fait le plaisir et c'est sympathique de l'avoir pour démarrer cette séance. C'est Yannick Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi. Il se trouve qu'à part le Covid, pendant cette période, on a aussi parlé beaucoup de Vivendi dans le monde de l'édition. Il y a 2 ans, Arnaud de Puyfontaine, là, nous racontait, vous veniez d'acquérir Editis, il nous racontait pourquoi. Là, il semble qu'il y ait d'autres perspectives. Donc, pour démarrer là-dessus, votre vision du monde de l'édition, pourquoi ça vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez en faire, et puisque vous aussi, c'est votre première foire du livre de Brive, comment vous trouvez ça ? Bon, alors d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis extrêmement heureux d'être ici. Déjà, je suis extrêmement heureux de votre présence à toutes et à tous, puisque hier soir, j'ai croisé le président François Hollande qui m'a dit qu'il faisait une conférence à 10h du matin. Donc, je pensais franchement que ce serait vide. Mais, non, c'est chez lui que c'est vide. C'est chez lui. Bon. Je vous laisse la paternité de vos propos. Mais ça me touche particulièrement. Non, moi, c'est vrai que c'est ma première fois à la foire du livre de Brive. Et je suis extrêmement heureux. Depuis maintenant quelques mois que ce voyage a été organisé, j'avais en ligne de mire ces 3 jours en Corrèze et que j'attendais avec impatience. On a commencé hier une journée merveilleuse de visite de sites d'usines de la région. Hier soir, on a eu l'occasion de rencontrer des gens merveilleux. Ce matin, pour un lecteur comme moi, de voir tous ces auteurs, tous ces éditeurs, toutes ces maisons d'édition rassemblées, de voir tous ces lecteurs qui viennent faire la queue pour rencontrer leurs auteurs préférés, découvrir de nouveaux auteurs, c'est extrêmement réjouissant. Et d'ailleurs, ça ne fait que renforcer les propos qu'a tenu Arnaud de Puyfontaine sur l'importance du secteur de l'édition. Vous me demandez ma vision de l'édition. Je vais peut-être commencer par la fin. Voilà. Je crois sincèrement au potentiel de développement de l'édition. Michel Benbunan, qui est ici, qui est la patronne d'Editis, disait hier soir qu'elle en avait marre qu'on dise que l'édition était un secteur en déclin. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit ces images devant moi et que vous avez derrière vous de cette foule, de cette nuée de personnes qui s'est rassemblée, qui a fait le voyage pour venir ici, je crois que Michel a raison. L'édition, tout d'abord, c'est évidemment une émotion particulière. Lire un livre,
beaucoup d'entre nous, trop souvent, avaient délaissé le plaisir de la lecture pour s'adonner à la facilité de la vision d'une série Netflix ou Amazon ou une série Canal+. Surtout une série Canal+. Mais on a redécouvert ces derniers mois que finalement, lire, c'était à la portée de toutes et tous. Et d'ailleurs, les chiffres que vous connaissez tous par cœur dans cette salle sur l'augmentation du nombre de livres vendus, l'augmentation du nombre de lecteurs ne vient que conforter l'intuition qu'on avait pu avoir chez Vivendi et chez Editis de l'importance et du rôle moteur et de la croissance à venir du monde de l'édition. Je crois que l'édition, c'est le premier marché culturel en France. Je sais que l'édition est le premier marché culturel en France, devant le cinéma et devant la musique. Je crois que l'édition a des formidables potentiels de développement, que ce soit développer des auteurs à l'international, développer de nouveaux formats, que ce soit des formats audio, que ce soit développer des livres sur le digital ou sur des formats audiovisuels en série ou en fil. Je crois également que c'est un secteur qui change. On voit l'hégémonie de nouveaux acteurs qui arrivent notamment sur le secteur de la distribution, j'imagine que vous allez en parler, qui risquent de changer cet écosystème. J'ai énormément d'admiration et de respect pour ce qu'ont pu faire des acteurs que communément on appelle les GAFA, et je pense notamment à Amazon qui le touche plus particulièrement dans le monde de l'édition. Mais on voit bien quand on veut acheter un livre sur Amazon, l'algorithme d'Amazon vous recommande surtout les best-sellers. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de lecteurs chez Amazon, c'est un peu différent d'une librairie. Pas de coup de cœur, on ne vous propose pas quelque chose qu'on a découvert, un nouvel auteur qui peut correspondre à un besoin au moment de votre vie. Donc c'est pour ça que le groupe investit dans le secteur de l'édition, qui est un secteur auquel on croit, mais qui est en proie à des difficultés. Et vous l'avez dit dans votre introduction, on essaye d'œuvrer à la création d'un champion culturel français qui aurait les moyens d'aider au développement de tout l'écosystème. En premier lieu, les auteurs. Voilà. Faut le savoir, chez Vivendi, quel que soit notre métier, que ce soit la littérature, la télévision, le cinéma, la musique, l'auteur est le maillon le plus essentiel de la chaîne. On se voit vraiment comme le groupe défendant et promouvant les auteurs. Ensuite, le tissu de distribution, notamment les libraires, et également nous donner les capacités d'investir pour tout ce qui est développement de nouveaux formats, investissement à l'international. Et c'est ce en quoi je pense que l'investissement du groupe Vivendi dans l'édition est à la fois extrêmement important dans notre stratégie, qui est mise en œuvre par Arnaud de Puyfontaine, qui regrette de ne pas être là aujourd'hui, mais qui vous envoie à toutes et à tous ses amitiés. Et on espère pouvoir contribuer au rayonnement du secteur culturel français à l'international et notamment au secteur du livre. Merci. Merci. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut vous poser des questions méchantes? Non. Non. Ça dépend. Vous nous dites deux mots sur Hachette. Sur Hachette, oui, bien sûr. Alors le groupe... comment je peux vous dire les choses? Parce que... Non, mais c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je fais toujours très attention parce qu'il y a un environnement juridique qui fait que tout ce que je pourrais dire, je ne veux pas que ça puisse nuire au projet. Mais le groupe Vivendi est devenu le premier actionnaire du groupe Lagardère et en pleine... je veux dire... Comment vous le dire? Donc, le groupe Vivendi est devenu le premier actionnaire du groupe Lagardère depuis maintenant près de on a commencé à investir il y a maintenant 18 mois. C'était pour nous un investissement qui fait du sens. Groupe Vivendi, groupe Lagardère sont deux groupes amis, deux groupes français, tous les deux présents dans le secteur de la culture, avec cette même ambition commune que je viens d'écrire, de créer des champions culturels français. Alors le groupe Hachette, c'est sûr, quand on regarde le point de vue français, c'est un groupe dominant qui est le plus grand groupe français d'édition à l'international. Mais si on s'extrait de la simple France et qu'on regarde d'un point de vue international, le groupe Hachette n'est pas le plus grand groupe international. Il est d'ailleurs 2 fois plus petit que le groupe Penguin Random House des Allemands de Bertelsmann. Je ne crois pas qu'on puisse raisonner de manière uniquement nationale aujourd'hui. On le pouvait il y a peut-être 10 ans encore. Aujourd'hui, avec la digitalisation et la plateformisation du monde et la création de ces géants du numérique, on ne peut pas avoir un marché que de sa dimension nationale. Et je pense qu'il faut constituer des champions nationaux capables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire rayonner le livre
et son secteur à l'international. Donc aujourd'hui, il y a des discussions qui vont prendre du temps. Hein. On pense qu'on aboutirait, si tout se passe bien, deuxième partie de 2022. J'espère avant, mais on est plutôt sur une deuxième partie de 2022. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le but de ce projet, c'est vraiment dans l'intérêt des auteurs. C'est également vraiment dans l'intérêt de toute la filière de la distribution, c'est dans l'intérêt des libraires, c'est dans l'intérêt de tous nos partenaires pour l'investissement dans la création de nouveaux formats. Et vous savez que ça nécessite des investissements. Et j'ai envie de vous dire, et là c'est ma fibre citoyenne qui parle, je crois sincèrement que c'est dans l'intérêt de la France. Merci. Alors c'est beaucoup les gens de Vivendi qui applaudissent. Oui, hein. Je préviens. Et là, c'est ça pour ceux qui nous ils vont suivent tous sur partir Internet. avec vous. Là. Oh, non. Et Guillaume avait une question aussi, la dernière. J'ai une question, la dernière, c'est qu'est-ce que vous lisez en ce moment? C'est une question à tiroir, comme les charades de Victor Hugo. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? À qui le recommanderiez-vous et comment? Écoutez, c'est une vaste question. J'ai la chance d'avoir lu beaucoup de livres. J'ai la chance de recevoir beaucoup de livres qu'on m'envoie. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis auteurs. Je ne vous répondrai pas par un seul livre. D'ailleurs, j'ai devant moi la queue qui se forme pour Mohamed, qui vient de gagner le prix Goncourt, que j'ai rencontré hier soir, qui est vraiment, en plus d'être un auteur formidable, une personne formidable. Et ça, je sais que ça va être le livre que je vais ramener avec moi quand je vais rentrer sur Paris. Et ce que j'aime dans l'édition, c'est la diversité. Voilà. J'aime aussi bien un livre historique de Perrin que un livre que je vais découvrir par hasard. Le dernier livre que j'ai lu d'ailleurs avec retard, c'est le livre de Philippe Besson qui s'appelle Le Dernier Enfant, que Michel et les équipes et Jean m'avaient envoyé, sur l'histoire d'une mère qui dépose son dernier enfant dans son nouvel appartement. Et la première chose que j'ai faite, c'est appeler ma mère après pour lui prendre des nouvelles, parce que je me sentais un mauvais fils. J'espère que ma maman ne regarde pas cette vidéo, parce qu'elle va croire que c'est un traquenard. Non, mais j'aime la variété des livres. J'aime les auteurs nouveaux et j'ai la chance d'avoir des filles adolescentes et j'ai la chance également de redécouvrir les classiques de la littérature française. Donc ça, là, on ne gagne pas d'argent là-dessus, je suis désolé Michel, mais je trouve que de relire des livres 20 ans ou 30 ans plus tard, on les relit avec un autre œil. Et en réalité, un livre, même si c'est une œuvre qu'on pourrait croire figée, puisque le texte ne bouge pas, en réalité, elle évolue en même temps que vous évoluez et en même temps que le monde évolue. Donc c'est vraiment la richesse et la profusion de livres, je trouve, qui crée chez moi, en tout cas, cette émotion toute particulière. Merci. Merci d'avoir démarré cette séance. On va vous libérer parce que vous avez des tas de trucs à faire. Oui, j'ai des tas de trucs à faire parce que le groupe Vivendi, en fait, est très présent à Brive. Oui. Parce que ce que vous ne savez pas, parce que peut-être que tout le monde dans cette salle n'est pas fan de rugby, mais il y a un match très important de rugby, puisque le CA Brive affronte le Racing cet après-midi. Voilà, donc si vous cherchez des places, Simon Guillam, le président du club, est là. Voilà. Merci, voilà, Simon. N'hésitez pas, hein, franchement, merci. D'ailleurs, le maire de Brive qui vient de nous rejoindre est attentif à cette chose-là. Merci, monsieur le maire, de votre accueil pour le groupe Vivendi dans votre ville. Et bravo à vous et à toutes vos équipes pour le travail remarquable que vous avez fourni dans l'intérêt de la ville et de ses concitoyens. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, et ben après cette introduction, mais qui donne déjà pas mal de grains à moudre, hein, beaucoup de sujets, on va démarrer les questions qu'on se pose. On va démarrer avec Pierre Dutilleul qui traditionnellement nous fait un petit point sur l'état de l'édition en novembre 2021. Voilà, bonjour à tous. Je reprends la phrase qui est derrière. Le virus n'aura pas eu raison du livre. Ben oui, le virus n'aura pas eu raison du livre. Et les chiffres de l'édition, pour une fois, sont largement positifs. J'ai rencontré notre ministre de la Culture il y a quelques jours et en arrivant, je lui ai dit « Je n'ai pas d'argent à vous demander ». Et elle m'a dit « Ah, ben alors asseyez-vous et prenez un café ». Donc voilà, on a pu parler plus sur le fond des choses et les relations entre les différents maillons de la chaîne du livre plutôt que de son économie et des problèmes de l'économie. L'année 2020
Elle a été mouvementée, vous le savez, jusqu'à fin juin. En gros, on a cru qu'on allait connaître un désastre économique et avoir peut-être moins 20, moins 30% de chiffre d'affaires. Et en fait, quand on a réouvert les librairies le 11 mai, eh bien, ça a été le rush vers les librairies à travers le click and collect déjà. Ça a été un changement de fonctionnement. Et je connais plusieurs librairies qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur en click and collect que ce qu'ils faisaient de manière traditionnelle. Ça veut dire qu'on a un merci à donner pour ces bons chiffres aux lecteurs, en fait. C'est eux qui ont favorisé cette résilience à un moment où, c'est vrai, on se demandait ce qui allait se passer. Alors, on a un chiffre d'affaires qui, en 2020, a baissé un tout petit peu, 2,3%, c'est si peu que pas. À l'international, un petit peu plus, mais évidemment, on ne se déplaçait pas, donc les cessions de droits étaient plus difficiles à réaliser. Mais malgré tout, on a vendu à l'étranger plus de 14 000 contrats pour des sessions de traduction, donc ça reste quand même quelque chose de spectaculaire. Et puis surtout, on a connu une baisse de la production. Souvent, dans toutes les tables rondes, les débats, on dit « Ah là là, les éditeurs produisent trop, c'est impossible, on n'y arrive plus, il n'y a pas de place dans les librairies, les auteurs, à chaque fois qu'on publie trop, la part qui revient à chaque auteur, tu parlais du gâteau tout à l'heure, eh bien, diminue, etc. » En fait, on a publié globalement, tous exemplaires confondus, 9% de moins en 2020 qu'en 2019. Mais si l'on prend les seules nouveautés, c'est 15% de moins. Donc c'est quand même très spectaculaire. Et avec ça, on a fait pratiquement le même chiffre d'affaires. On a augmenté les droits d'auteur, qui représentent en moyenne sur toute la profession presque 11% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'était 10,5% en 2019, donc c'est 11 là. Donc voilà, il y a quand même une augmentation des droits d'auteur. Yannick Bolloré parlait justement de l'importance donnée aux auteurs. Je pense que la chaîne du livre le traduit aussi de manière globale, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Et l'année 2021, eh bien, elle a continué sur la lancée de 2020 pendant le premier trimestre, en gros, donc avec des chiffres assez fort. Et à fin septembre, on a des chiffres encore spectaculaires puisque on est à plus 28%. C'est GFK qui le dit. Donc c'est en principe les ventes réelles, les sorties de caisse, comme l'on dit, des points de vente de livres. C'est un peu moins en distribution. Alors pour décoder, GFK, c'est la sortie de caisse. La distribution, c'est la sortie plutôt des entrepôts, la sortie de la distribution. Et entre les deux, il y a du transit, il y a des stocks chez les libraires, voilà. Et puis un timing de vente. Donc en distribution, c'est un peu moins. À fin octobre, la tendance continue. On n'a pas les chiffres de la distribution encore, mais en GFK, ça continue de progresser. Et si l'on regarde par rapport à 2019, par rapport à une année qui est un peu plus standard, on a des chiffres encore spectaculaires puisqu'on est à 2 chiffres et on est à 14% de croissance. Donc l'année 2021, si tout va bien, si la queue continue devant Mohamed et les autres, je pense qu'on devrait réaliser une belle année 2021 avec un bémol. Vous l'avez lu dans la presse sûrement, il y a un problème d'approvisionnement du papier. La pâte à papier s'est faite beaucoup plus rare. Donc on peut craindre une augmentation des coûts de fabrication, tout au moins déjà des coûts du papier. Déjà, en interrogeant l'ensemble des professionnels de la production, on est entre 10 et 15% d'augmentation, ce qui, pour tous les petits et moyens éditeurs, crée une augmentation du coût de fabrication, puisque c'est leur imprimeur qui achète le papier. Donc, la rareté, je pense qu'on va la gérer. Ça va continuer au moins un semestre en 2022. Le prix du livre, faudra-t-il le bouger de quelques centimes? Ce n'est pas impossible si il faut absorber cette augmentation des coûts du papier. Merci Pierre, merci.
Bon, bah là, on a le paysage. On a le paysage. Pour le compléter en 3 minutes, je vais peut-être appeler le président du GIE des libraires de la Foire du Livre de Brive, notre ami... oui, Nicolas Porret. Nicolas Porret, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Bonjour. Effectivement, 2021 est dans la continuité de la fin 2020, la fin du confinement qui a ramené énormément de gens en librairie. On a pu se rendre compte déjà après le confinement de mars, qu'il y avait un amour du livre, un amour de la lecture. Beaucoup de gens revenaient parce qu'effectivement, même si beaucoup de plateformes permettent de regarder des vidéos et tout, il y a vraiment eu un retour. Nous, on a revu des clients qui ne venaient plus trop, qui avaient un petit peu arrêté, qui étaient las un petit peu de toute cette production. Revenir, anticiper aussi, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé quand on a réouvert en juin. Et effectivement, 2021 reste pour nous une année assez exceptionnelle dans la librairie. Une année en plus particulière, puisque année impaire, donc la sortie d'un Astérix. Donc on est aussi sur un album qui se vend à 2 millions d'exemplaires. Donc ça, à 10 €, je vous laisse calculer. Donc effectivement, alors moi je suis spécialisé bande dessinée sur Brive, et il y a vraiment eu un vrai retour des gens, une production un petit peu en baisse malgré tout, et comme le disait monsieur, une peur de la pénurie du papier d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant on est confiant et on espère que tous les titres seront présents jusque-là. Et la foire, là, jusqu'à présent? Eh bien, la foire est très bien jusqu'à présent. Il y a du monde. Non, il y a du monde. Les gens vont bien sur les 2 sites, 3 provinces et la guerre. On a le beau temps pour nous, cette année aussi. Voilà, on a quand même essayé de faire au mieux pour que les espaces soient le plus grand possible pour contrer l'effet Covid. Mais moi, ce que je vois, c'est que les gens ont l'air d'être contents, viennent, continuent d'être curieux, c'est ça qui est important, je pense. C'est ça aussi l'esprit de la foire, c'est venir voir quelqu'un qu'on aime, mais c'est au regard d'une table ou d'un stand se rendre compte que quelque chose peut nous intéresser. C'est toute la diversité qu'il peut y avoir, voilà, sur tous ces stands, sur cette foire. Première évaluation, c'est trop tôt? C'est un peu trop tôt. Le vendredi est très particulier. Le problème du vendredi, c'est que d'habitude, on n'est pas en vacances scolaires. Là, on l'est, donc ça change un petit peu la donne. Mais voilà, il y aura, je pense, quand même une baisse en général parce que voilà, il y a quand même l'effet Covid, il y a le pass sanitaire, il y a le masque, il y a beaucoup de choses qui peuvent... voilà, des gens sont réticents, malheureusement. Mais bon, le but du jeu, c'est qu'on soit là pour tous les autres, en fait. Merci. Merci, je vous libère aussi, parce que vous avez du travail. Françoise, vous voulez dire quelque chose? Oui. Ah. Oui, ça marche. Oui, j'avais une question pour Pierre. Justement, le marché semble tirer vers le haut, en partie par les mangas. Il y a un effet incroyable, là. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas en même temps une petite inquiétude? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le reste du marché suit? Ou est-ce que cette formidable résilience tient à un sous-segment comme ça? Non, cette formidable résilience, comme vous dites, ne tient pas qu'à ça. Même s'il y a une forte augmentation du marché de la BD, elle est cachée un peu et troublée par le phénomène manga. Le pass culture a beaucoup favorisé cette émergence vraiment forte des mangas. Ça représente, sur le pass culture, le livre, 58% des achats des jeunes. Et sur ces 58%, 80%, c'est des mangas. Donc effectivement, ce sont des auteurs japonais, coréens, etc. Ça vient un peu au détriment des auteurs français, malheureusement. Et on ne sait pas en France encore faire des mangas compétitifs par rapport à ces auteurs asiatiques. Donc il y a une forte croissance de la bande dessinée, mais une décroissance en fait de la bande dessinée traditionnelle, la franco-belge comme l'on dit. Donc ça baisse un peu. Et les mangas représentent maintenant plus de 50% du marché de la bande dessinée. Donc on a passé le cap, on est passé de 30 à 40%, maintenant on est à 51-52%. Et donc c'est tout à fait spectaculaire. Donc vive le pass culture parce que voilà, ça amène des lecteurs. Ces lecteurs sont un peu moins
que ceux que l'on peut voir dans les allées de Brive. Bon, il faut que les auteurs français ou francophones se japonisent. Mais ils s'y mettent, mais c'est difficile. C'est quelque chose, c'est un état d'esprit plus qu'une écriture et un dessin. C'est beaucoup plus que ça, c'est une philosophie, c'est la société qui bouge. Et donc, c'est pas facile à imiter. Le leadership étant très largement asiatique aujourd'hui. Merci. Bon, après ce tour d'horizon vu du côté des éditeurs, chère Régine, le lecteur. Oui, peut-être quelques réactions à ce qui vient d'être dit. Le marché s'est très bien porté, a très bien résisté, a très bien tenu. Mais comme vous le savez, dans les études, et notamment l'étude que le CNL produit tous les 2 ans sur les Français et leur relation à la lecture, on constate néanmoins une concentration plus grande pendant le Covid et post-Covid sur les auteurs très connus et sur les livres qui bénéficient d'un prix littéraire qui rassure. C'est d'ailleurs un comportement grégaire, si je puis dire, qu'on constate dans toutes les crises, qu'elles soient économiques ou sociétales, le besoin de valeurs refuge et donc de se rassurer en achetant des livres d'auteurs que l'on connaît déjà ou qui ont été reconnus par un prix littéraire. Ça a donc fragilisé une partie de la filière du livre, qui sont les auteurs peu connus, auteurs de premier roman ou deuxième roman, auteurs étrangers peu identifiés, et les éditeurs qui soutiennent le travail de ces auteurs. C'est ce pourquoi d'ailleurs le Centre national du livre s'est rangé, après des discussions avec l'ensemble des professionnels, avec le syndicat national de l'édition et les représentants des auteurs, du côté de cette partie plus fragile pour leur permettre de traverser la crise. On constate dans la dernière étude que nous avons faite effectivement des choses très positives. La valeur que les Français accordent au livre pendant la crise sanitaire, notamment le fait que 86% de Français achètent un livre comme cadeau de Noël. Et comme on le sait, lorsqu'on achète un cadeau, c'est quelque chose que l'on considère comme précieux. Donc ça, c'est une valeur très positive. Les jeunes déclarent le livre comme une manière de s'enrichir, de s'évader, de se cultiver. Donc ça fait partie aussi des valeurs positives. Les Français déclarent leur attachement à la librairie et l'ont prouvé. C'est de l'amour et des preuves d'amour, puisqu'on a vu les files d'attente qui n'en finissaient pas l'an dernier au moment de la réouverture. Donc tout ça, ce sont des points extrêmement positifs. Dans les points plus négatifs sur lesquels je pense qu'il faut qu'on ait tous collectivement une vigilance, c'est la désaffection des jeunes vis-à-vis du livre, bien évidemment au bénéfice des écrans. Les jeunes passent 4 heures et quart en moyenne par jour devant les écrans, quelle que soit leur taille. Et cela se fait évidemment au détriment de l'écrit, sous toutes ses formes, que ce soit la presse écrite, que ce soit le livre. Et donc je crois aujourd'hui que nos actions collectives doivent porter sur la relation, sur le fait d'inciter les jeunes à lire, le fait de sortir les livres des étagères, de leur montrer le livre sous une autre forme, de créer des clubs de lecture virtuels sur notamment les réseaux sociaux. Ça, c'est une demande forte qui a émergé de notre étude, que nous allons approfondir dès janvier 22 en réalisant au CNL une étude uniquement sur les jeunes et la lecture. Mais les jeunes disent que dans la production de livres, ils se sentent perdus. Et donc, ils ont envie d'avoir, qu'on les prenne par la main et d'avoir des conseils par leur père. Et donc, on travaille, nous, au CNL, à la constitution de clubs de lecture physiques et de clubs de lecture numériques. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les influenceurs. Les maisons d'édition, d'ailleurs, le font déjà. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse de manière générale.
On va lancer là bientôt sur TikTok, dans le cadre des Nuits de la Lecture, une invitation à tous les jeunes qui vont devoir se filmer avec leur déclaration d'amour, puisqu'on a choisi le thème de l'amour pour les prochaines Nuits de la Lecture. Je pense qu'il faut qu'on invente en permanence pour créer le désir de lecture chez les jeunes et faire en sorte qu'ils puissent le partager et qu'ils n'aient pas le sentiment que c'est soit une punition à l'école, soit un plaisir solitaire. Voilà, je pourrais développer encore le fait qu'on a créé pour la première fois un soutien au livre audio au Centre national du livre, car il peut être aussi une passerelle pour ceux qui sont inquiets de ne pas appréhender le livre justement en étant à l'aise avec la lecture. Il y a une chose que nous disent les pédopsychiatres, qu'on interroge beaucoup au Centre national du livre. La langue française est difficile à apprendre, beaucoup plus que d'autres langues. Et donc, on ne se rend pas toujours compte de la difficulté pour les 10-12 ans de lire en ayant du plaisir, c'est-à-dire en ayant le sentiment de bien comprendre ce que l'on lit. C'est une chose de pouvoir lire, au sens décoder les syllabes. C'en est une autre de comprendre. Et je pense que c'est sur cette tranche d'âge en particulier, puis ensuite la 4e et la 3e, l'adolescence, le moment où par rébellion, on n'a pas envie d'écouter ce que les profs nous conseillent, ni ce que nos parents nous disent, qu'il faut qu'on arrive à inventer de nouveaux formats pour ne pas perdre ceux qui ont encore le potentiel de prendre du plaisir dans la lecture. Voilà, je pourrais continuer pendant des heures, mais je ne vais pas vous saouler. Mais je pourrais répondre à vos questions sur les études que nous avons prodiguées sur les Français et leur relation à la lecture. Est-ce que vous avez... Oui. Vous avez des questions, Régine? Non. Alors, je vais demander Ah, pardon, vas-y. Oui, Régine, c'est la lecture papier, mais aussi la lecture sur écran. Est-ce que les jeunes sont prêts à lire sur écran? J'allais dire comme les vieux. Il y a encore un attachement au papier, y compris chez les jeunes. Oui, et ils le disent. Ils aiment bien l'objet, livre. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs il faut qu'on arrive aussi à faire entrer les livres dans les familles qui n'en ont pas. Et donc là-dessus, il y a aussi énormément de partenariats que l'on développe pour pouvoir faire rentrer au moins le premier livre dans une maison qui en est dépourvue. Pierre. Oui, c'était juste pour ajouter qu'effectivement, sur la part du numérique, tout à l'heure, Yannick Bolloré disait on a cru que le livre allait disparaître, etc. Avec le numérique, avec les autres loisirs culturels. En fait, le numérique représente moins de 11% du total du chiffre d'affaires, en incluant toute l'édition professionnelle qui, elle, est habituée et fonctionne à plus de 50% en numérique. Quand on est dans la littérature grand public, l'édition grand public, on est à 6-7%. Donc ça reste extrêmement peu. Merci. Alors je vais inviter un autre dont c'est la première foire du livre de Brive, aller sur la chaise pas comme les autres là-bas. C'est Jean-Christophe Tortora, c'est le président d'un journal qui s'appelle La Tribune et qui est... Merci d'ailleurs Jean-Christophe, puisqu'avec avec Alka, vous êtes deux partenaires spécifiques des rencontres professionnelles. Et Jean-Christophe, comme c'est sa première foire aussi, il a accepté de jouer le rôle du candide. Donc est-ce que sur cette première partie-là, tu as quelque chose à dire? Merci Jean, monsieur le maire, bonjour à tous. Plusieurs observations. Moi, je dirige un quotidien qui a 10 ans été le premier quotidien français à arrêter le papier. Et autant j'ai la conviction qu'aujourd'hui, quand on est un quotidien papier, vous savez, un quotidien papier, vous l'imprimez, et quelques heures après, même la montagne, souvent soit vous le jetez, soit ça termine à la cheminée. Et autant ma conviction pour le livre, qui pour moi est un produit très différent, parce que le livre, c'est un produit que l'on conserve. On ne jette pas un livre. Et donc, je crois véritablement, durablement, en tous les cas, la longévité. Et tout à l'heure, je m'interrogeais, je me disais finalement, s'il n'y avait que des livres numériques, que deviendrait la foire ici de Brive? Hein, si on faisait un peu de science-fiction, je me disais, tous ces auteurs, ils auraient quoi partager finalement? Des selfies. Oui. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que moi, je suis certainement un de ceux en France, dans l'industrie des journaux, qui a certainement le plus digitalisé.
Et autant je pense véritablement que le livre a vraiment de l'avenir aussi, bien sûr, dans un développement digital, vous l'avez dit, près de 10%, mais la part physique, à mon avis, elle est importante. En tout cas, pour vraiment prendre la différence entre la presse et le livre, vraiment, je pense que c'est deux expériences différentes. On a un rapport charnel différent, et donc je crois véritablement, durablement, en tous les cas, à cet objet. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est en rapport d'étonnement, puisque je dois jouer le rôle du Candide. Je suis toujours assez impressionné par l'aspect du média vivant que l'on ressent ici à Brive, dans cette foire. Je dis le média vivant parce que rappelez-vous que quand l'industrie, et Yannick Bolloré aurait pu le dire tout à l'heure, mais vous savez, quand Universal, qui appartient aussi au même groupe, a connu des difficultés parce qu'il y avait le problème de la digitalisation dans le domaine de la production musicale, finalement, on a demandé aux artistes de revenir sur le terrain, de faire des concerts, de redonner goût au public. Et finalement, le modèle économique a obligé, Françoise connaît bien ça, mais ils ont été obligés à ce que les artistes reviennent faire du spectacle pour retrouver des recettes. Et bon... Je me dis, on ne va pas demander aux auteurs tous les jours à faire une foire en France, mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté très magique qui donne beaucoup de valeur, certainement, à cet événement-là, qui est quand même un événement exceptionnel, mais c'est-à-dire retrouver de la proximité aussi avec les auteurs. Et ça, vous savez, dans les médias, l'activité, en tous les cas événementielle, il y a quelque chose de magique et durablement magique. Et après, le dernier point... mais je sais qu'il y a des représentants encore de Vivendi et j'apprécie, je connais depuis très longtemps Yannick Bolloré, donc depuis une dizaine d'années. Mais j'ai envie de dire à la directrice générale d'Editis que moi je suis ravi en tous les cas quand le groupe Vivendi puisse faire émerger des talents comme Mohamed. Mais j'aimerais par moment, en tous les cas, que le groupe Vivendi puisse atténuer certains talents, qu'on les voit surtout moins à la télévision et moins à la radio. Voilà. Ouais, est-ce que vous voulez répondre? Oui, merci à tous de me donner la parole. Écoutez, le truc, c'est qu'on laisse... alors, je parle pour Editis, hein, on laisse les auteurs intervenir dans les émissions auxquelles ils souhaitent participer et nous pratiquons la diversité de tout. Donc, on n'est évidemment pas en train de demander à un auteur de participer à telle et telle émission et pas à telle et telle autre. Donc, je transmettrai la question. Vous avez compris mon message. Oui, je ne parlais pas des auteurs. Oui, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Simplement, bon, je tiens quand même à signaler, on est beaucoup attaqué sur le problème de la diversité. On est beaucoup attaqué sur le fait qu'on est mono-pensée, mono-opinion politique. Alors, on s'est prêté quand même à cet exercice-là. Regardez l'ensemble des auteurs qui étaient édités chez Editis depuis des années, et notamment ces 2 dernières années. Je crois qu'on a une diversité qu'on retrouve peut-être même pas dans les autres groupes d'édition, et puisque c'est une grande diversité d'opinions, d'obédience, de talents, et on en est très fiers et on en est absolument... c'est vraiment notre conviction profonde, et je tiens à dire pour ceux qui me posent régulièrement la question, mais vous n'êtes pas censurés, on vous a pas dit de... Non, jamais. Jamais. Je n'ai absolument jamais reçu la moindre instruction, et je communique régulièrement les livres qu'on édite, une fois qu'ils sont publiés d'ailleurs, à mes dirigeants et mon actionnaire, et je n'ai que des commentaires sur c'est bien, c'est pas bien, et ça c'est bien vendu. Donc voilà. Merci. Merci. À preuve que dans une de vos excellentes maisons qui m'est chère au cœur, le Cherche Midi, vous venez de publier le livre de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. C'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Merci Jean-Christophe. Maintenant, je vais passer la parole à la région, à Alka. Merci. Peut-être quelques mots pour préciser quel est le rôle d'une agence en région,
par nature, elles existent dans toutes les régions françaises, à l'exception d'Île-de-France, mais elles sont peu connues par nature, puisqu'elles travaillent exclusivement à destination des professionnels. Donc ce sont des agences qui ont été créées dans les années 80 pour développer les filières économiques du livre, plus particulièrement, mais aussi du cinéma. La nôtre travaille sur les deux champs et essayer de concevoir des dispositifs qui vont permettre en région d'accompagner cette émergence créative jusqu'à la diffusion que l'on souhaite mener. Alors, notre travail à nous, je ne reviendrai pas sur tous les chiffres qui ont été cités. Notre perception un peu de la réalité de notre territoire et de la production de nos éditeurs et des retours des associations de libraires est assez symptomatique des résultats positifs que vous avez évoqués. On est à cette image-là. On n'a pas de chiffres précis, tout simplement parce qu'on fait des études tous les 4 ans et elles débutent début de l'année prochaine. Et donc, on peut imaginer que dans 4 mois, on aura à peu près les chiffres sur tout le secteur. Aujourd'hui, les nôtres sont un peu anciens. Mais la réalité de notre territoire, et c'est ça que je souhaiterais un peu évoquer, on est dans une région quand même 6 millions d'habitants, c'est pas une démographie conséquente, la plus grande de France, on oublie de le dire, une fusion de régions, et c'est aussi important. Qui dit fusion des régions dit aussi nécessité d'harmonisation des politiques publiques. Ça a été un chantier, je parle devant monsieur le maire, c'est un chantier complexe par nature de trouver les bons dispositifs communs. On peut concevoir que depuis maintenant 1 ou 2 ans, on a des dispositifs partagés sur l'ensemble du territoire. Et j'ai envie de dire, le livre était une priorité des 3 anciennes régions. Il le demeure encore aujourd'hui dans les moyens qui lui sont attribués. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis 2003, vous êtes dans une région qui a conçu ce qu'on appelle aujourd'hui naturellement, et Madame la présidente du CNL le sait très bien, ce qu'on appelle les contrats de filière. Dès 2003, cette région voit naître un contrat de filière, c'est-à-dire développe l'idée que l'on peut expertiser la situation économique d'un éditeur, expertiser la situation économique d'un libraire, analyser un souhait d'une ville qui veut implanter un libraire. Et le travail de l'agence, c'est d'accompagner les choix qui vont être faits dans la restructuration de l'entreprise comme dans l'implantation. Et le travail de cette agence, et des agences, puisque maintenant notre présence territoriale est aussi bien à Limoges qu'elle est à Poitiers, qu'elle est à Bordeaux, qu'elle est à Angoulême, et peut-être demain à Bayonne, fait partie des sujets qui nous préoccupent parce qu'on a une sollicitation assez forte du territoire. Notre travail, c'est plutôt un travail d'accompagnement à la structuration et à l'organisation. Et on peut se dire qu'au bout des 6 années de cette fusion des régions, aujourd'hui, on a une sorte de triptyque autour du chiffre de 200, ça peut paraître bizarre. On a à peu près 200 libraires, à peu près 200 éditeurs et à peu près 200 manifestations littéraires sur l'ensemble de notre territoire. Alors quand on dit ça, on parle aussi bien de très grosses librairies, et je me permettrai de citer discrètement Denis Mola, la plus grande librairie de France et dans notre région, comme des petites librairies qu'on développe. L'un de mes collaborateurs qui est en train de téléphoner dehors et qui suit la stratégie économique indique qu'on est actuellement sur l'accompagnement de 12 implantations de librairies sur notre territoire. Ça veut dire que la demande est importante. Quand je dis que la demande est importante, il faut aussi être vigilant. Parce que qui dit demande dit envie, dit volonté, dit pas obligatoirement formation initiale très adaptée à la fonction commerciale. Je me permets cette expression parce qu'on a beaucoup de gens venant vers nous avec une compétence de littérature exceptionnelle, mais ça ne donne pas tout le temps la dimension commerciale. Et donc notre travail, c'est bien de trouver cet équilibre-là. Et mes collaborateurs, et dans l'expertise que nous menons, nous travaillons beaucoup à ça. Donc un territoire où véritablement l'accompagnement, j'allais dire, des professionnels existe, dans ce sens où les politiques publiques portées par le Conseil régional et l'État, puisque nous sommes un outil partagé entre l'État et la région, ont véritablement toujours mis le livre dans les axes majeurs de nos modalités d'intervention. Et je crois vraiment que c'est une satisfaction reconnue. Et on dispose d'outils sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Je me permets quand même de citer les auteurs. Mon chiffre n'est pas précis, et je le dis quand même. Nous sommes autour de 1600 auteurs. Je ne vais pas évoquer les problématiques économiques, les problématiques sociales, les problématiques sur l'absence de statut. C'est des problèmes que l'on voit. Et je pense qu'on les voit avec une acuité en région encore plus forte. C'est pas la même chose d'habiter porte de Versailles que d'habiter dans la banlieue de Bayonne. La situation sociale n'est pas tout le temps la même en matière d'intervention, de possibilité de trouver des métiers annexes au rôle de l'auteur. Et ces difficultés-là, nous les rencontrons et nous devons tenter de trouver un certain nombre de solutions dans ces accompagnements-là. Je le dis d'autant plus que notre environnement institutionnel favorisant ces types d'accompagnement, on trouve des dispositifs. Je cite cet exemple. En l'espace de 4 ans, le nombre des bourses a été multiplié par 10 dans notre région.
C'est bien la preuve que, d'une part, le besoin existe, mais que les moyens ont suivi dans les possibilités d'accompagnement de ces auteurs. C'est un travail que nous pilotons. Voilà. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps. Dire simplement, peut-être, on est aussi sur un terrain d'innovation. C'est un terrain sur lequel on se doit de réfléchir. Je cite comme exemple, petite fierté, nous sommes en train de créer, je crois le premier, alors je le dis doucement, le premier incubateur de l'édition en France. Voilà, c'est une réflexion que nous avons depuis un certain temps. Cet incubateur voyage. Il était en Limousin mercredi. Ce sont 8 éditeurs, jeunes éditeurs, moins d'1 an, qui sont issus de 11 départements. C'est pas les Bordelais qui se sont réunis. 11 départements. Et nous les réunissons tous les jeudis, en visio ou en physique, sur des sessions de formation. On fait en permanence des analyses de besoins. L'idée, c'est d'arriver dans un an avec des porteurs de projets où le projet commence à vivre. Donc voilà, on verra. Retour dans un an pour vous dire si véritablement ces éditeurs le sont devenus. Mais ça nous paraît intéressant. Deuxièmement, on veut imiter la Bretagne, je le dis au passage. On veut un libraire volant, c'est-à-dire qu'on veut un libraire qui demain puisse aller remplacer un libraire sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner un tout petit peu plus de liberté à certains libraires qui malheureusement ne peuvent pas quitter leur espace de travail. Il faut qu'on trouve la structuration de ce dispositif-là. On essaye aussi de lancer ces aspects-là. Voilà, et j'ai envie de dire la machine administrative, pas administrative, la machine structurelle de la chaîne de l'édition fonctionne. Moi, j'aime cet indicateur-là. Nous sommes partis à Francfort avec des éditeurs. Ça veut dire qu'on repart à l'étranger. On part à Bruxelles, ça y est, on y va. On part à Montréal dans quelques jours. C'est la preuve que l'activité pour nous, et cette activité internationale qui n'est pas la plus simple à porter, a repris sa place telle qu'elle était auparavant la crise. Donc pour répondre à la question, j'ai envie de dire le virus nous est presque passé à côté. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions à Patrick de poser un peu des questions Sur les jeunes libraires, Jean-Baptiste, là je vois un jeune libraire qui a eu le courage de racheter une librairie et tout marche bien. Tu as quelque chose à dire ? Oui, bonjour. Je me rapproche un petit peu. Déjà, merci d'organiser des événements comme cela qui permettent aussi aux petits libraires voisins, enfin du moins dans un territoire relativement proche, de pouvoir tous vous rencontrer et échanger avec vous. C'est quelque chose qui est quand même assez phénoménal. Hormis quelques échanges de mails plutôt informels qu'on peut avoir de temps en temps avec vos différentes administrations, voilà, c'est déjà une très très bonne chose de pouvoir vous rencontrer dans nos territoires. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, je ne peux qu'être d'accord avec vous, dans le sens où cette crise-là n'a pas eu d'impact trop important sur nos activités. Ça nous a donné quand même quelques hauts le cœur, quelques petites frayeurs, en voyant que, par exemple, les libraires étaient tellement encensés justement par la population, et ce besoin de les voir devenir essentiels nous a aussi énormément rassurés sur notre activité. On a, nous, dans un cadre un peu plus local, justement, la chance d'avoir une jeune clientèle qui vient consommer des livres, parce que, c'est bête à dire, mais le travail de mes libraires est quand même remarquable. Je ne peux que les saluer d'ailleurs. On a la chance, justement, d'avoir une vraie relation avec ces lecteurs-là qui viennent consommer beaucoup de titres conseillés, justement. On voit cette vraie, par contre, dichotomie entre ce qu'annoncent les chiffres et ce qu'annonce un panel, par exemple, et la réalité concrète qui peut se passer dans nos points de vente. C'est vrai que peut-être d'ailleurs, à titre informatif, le tour vraiment des librairies de France, en ayant un questionnaire un peu plus ciblé sur le comportement de leurs lecteurs, serait peut-être plus efficace que d'avoir le retour d'entités un peu plus généralistes, on va dire, et essayer d'analyser ça un peu plus au cas par cas. On aurait peut-être une vision un peu plus globale de ce qui peut se faire et de ce qui pourrait se faire. Pour revenir sur la vente des mangas, c'est vrai qu'on a un gros public de consommateurs de mangas, et quand on leur demande ce qui leur plaît dans le manga, on voit plus l'aspect en fait humain qui ressort, dans le sens où un manga va avoir la chance par rapport à un livre d'être un peu plus graphique, dans le sens où il va nous exposer des aspects de l'humanité
qu'un livre va avoir tendance à mettre un petit peu en berne. On parlait justement avec Guillaume ce matin des mangas extrêmement sanguinolents, mais de fait, c'est vrai que dans l'humanité, enfin, n'importe quel être humain, quand il est blessé, il saigne. Chose qu'on a du mal à représenter vraiment sur de la littérature un petit peu trop peut-être, pas censurée, mais un petit peu trop bornée et réglée par certaines pratiques qui peuvent être d'ordre éditorial. On est il y a toute une sorte de problématiques qui sont, je pense, un petit peu éloignées de ce qui peut se passer à l'intérieur des librairies, mais qui serait très facile de pointer concrètement. Merci Jean-Baptiste. Pierre, sur les incubateurs d'éditeurs, tu en penses quoi? Oh bien, forcément du bien. On en a parlé un peu avec Patrick déjà, et je pense que c'est une très bonne idée. La formation, c'est le point clé dans une profession qui n'a pas de formation initiale pour devenir éditeur. On fait d'abord des études, généralistes ou autres, et puis après on se spécialise à travers soit un BTS, soit un master, etc. en édition. Mais en termes de formation initiale, on a déjà une formation généraliste importante. La culture générale est quelque chose d'important. Mais derrière, il faut savoir mener une maison d'édition comme n'importe quelle entreprise avec tous ses paramètres, les retours, etc., tout ce qui se fait, les grands équilibres. Et je pense que l'idée de donner une formation approfondie sur une durée qui le mérite, comme le fait la région Nouvelle-Aquitaine, je pense que c'est extrêmement positif et on a à apprendre de ce modèle. D'ailleurs, on va s'en parler. C'est de l'alternance à l'envers. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais oui. Mais je pense que parfois, il faut savoir regarder les choses en face et se dire, bien, il y a un manque ici de formation. Comment est-ce qu'on peut le combler? Soyons originaux et innovons, inventons des nouveaux modèles. C'est ce que fait Patrick et l'ALCA. Merci. Bon, maintenant, on va aborder deux sujets généraux de domaines auxquels sont confrontés les métiers de la chaîne du livre et de l'édition. On va parler du numérique avec Françoise Benamou, et puis après, on va parler du carbone. On a parlé du prix du livre, mais c'est une industrie qui balance du carbone dans l'atmosphère, et c'est un vrai sujet. Mais je passe la parole d'abord à Françoise. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce débat. Je voulais juste dire à propos de ces micro-éditeurs-là qui émergent, ça existait dans toute l'histoire, depuis toujours dans l'histoire de l'édition, et certains font 3 petits tours et puis s'en vont, puis il y en a qui vraiment s'installent dans le paysage et apportent de l'innovation, un nouveau regard, des nouveaux auteurs, etc., une nouvelle façon de travailler, donc c'est vraiment intéressant de faire ça, bravo. Alors maintenant, sur le numérique, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Alors bon, je vais m'abriter derrière peut-être 1 ou 2 chiffres pour compléter ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. C'est vrai, le numérique, c'est 10% du marché du livre. On s'attendait à un développement plus important. Même aux États-Unis, où il était parti en flèche, il y a eu un recul. Il faut en même temps voir que durant la pandémie, bien entendu, peut-être bien forcé, il s'est développé avec un taux de croissance de 13%, donc c'est pas rien. Il va falloir regarder si certaines pratiques s'installent. Et ce développement très lent, on le voit, enfin, il est un peu surprenant. Par exemple, il y a une étude qui a été faite et qui montre que plus de 20% des gens déclarent avoir lu un livre numérique, en tout ou en partie. Donc c'est pas si mal. Et en même temps, la part de la dématérialisation dans le domaine du livre, elle est très faible par rapport aux autres industries culturelles. Ce qui ne manque pas d'interroger, bien évidemment. Alors, un groupe, par exemple, comme Vivendi, qui a connu ça, alors avec la musique, l'espèce de tsunami qu'a représenté le numérique. Tout à l'heure, on évoquait la presse. Et le livre a résisté, là aussi, il a été très résilient, si on peut dire, par rapport à l'arrivée du numérique. Mais de manière très inégale. En même temps, il y a des secteurs qui ont complètement basculé. Secteur scientifique, les dictionnaires et encyclopédies, probablement la littérature, ce qu'on appelle la littérature romance,
voilà, celle qu'on préfère cacher sur sa tablette. Voilà. Donc, il y a des évolutions contrastées, mais il n'empêche, le livre numérique se développe pas aussi vite qu'on l'avait imaginé. Alors, peut-être deux grandes remarques. D'abord, comment le comprendre? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent. Et sans doute un premier qui me semble très fort, c'est que la technologie livre, si je puis dire, livre papier, elle est très puissante. Hein, on n'a pas besoin de connexion, c'est un objet nomade, voilà. Mais aussi, je dirais, la technologie de lecture, il faut, face à la lecture papier qui s'est installée pendant des siècles, il faut peut-être un peu plus que 30 ans pour qu'on s'approprie une nouvelle technologie. Donc il faudra du temps. Et au bout du compte, on ne sait pas très bien ce qui se passera, mais moi je fais l'hypothèse quand même qu'il y aura non pas une substitution, ça je crois que peu de gens y croyaient, mais peut-être une plus forte complémentarité entre papier et numérique. Première chose. Ce qui a pu jouer aussi, c'est sans doute des lacunes de l'offre numérique, parce que de l'offre numérique, si c'est simplement la transposition du papier, ben on est peut-être sans doute plus à l'aise sur le papier. Si c'est une offre enrichie, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, qui n'ont pas toujours été concluantes, mais là aussi il faut du temps, il faut de la recherche-développement pour inventer des enrichissements qui fassent que ce livre, qui ait un intérêt à acheter du numérique plutôt que du papier. Je dirais que sur les modèles économiques, il y a quelque chose qui s'est passé. Le différentiel de prix entre papier et numérique n'est pas si élevé que ça, surtout sur le poche. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui peuvent expliquer cette lenteur. J'en ajouterai une dernière pour la France, c'est que c'est un marché de libraires, la France. Hein. C'est vraiment, avec la loi Langue notamment, et avec la manière dont on a construit, disons, le modèle éditorial et du livre, on voit bien que c'est un marché sur lequel le libraire a une importance fondamentale. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans les débats qu'il y a eu autour du libraire essentiel, pas assez essentiel, etc. Donc voilà beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cette lenteur. Je dirais que dans 50 ans, on verra. On ne sait pas ce qui se sera passé. On peut même ajouter des résistances institutionnelles. Le streaming qui a été le modèle qui a permis à la musique de sortir du marasme, on l'a beaucoup freiné pour le livre en disant que ça n'intéresserait personne. Là aussi, question, c'est peut-être pas du tout évident. Donc voilà, toute une série de choses. Et puis en même temps, alors mon deuxième point très rapidement, le numérique, c'est pas que l'e-book, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et je crois que c'est ça qui est important à prendre en compte. C'est quoi? Alors, ça a donné un élan à l'autoproduction. Alors, on peut se moquer de l'autoproduction, mais c'est quand même un phénomène très important. Il y a énormément de livres auto-édités, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des choses qui ne méritent pas d'être éditées, à tel point que les plateformes d'auto-édition deviennent un des lieux, pas le seul bien entendu, où les éditeurs regardent ce qui se passe, et elles deviennent un vivier, véritablement, pour trouver des nouveaux auteurs, des nouvelles propositions. Il y a des exemples, alors on sort souvent les mêmes, mais il y en a pas mal quand même, et le phénomène de l'auto-édition est assez considérable. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a pu se développer, c'est qu'il y a des plateformes pour aider les auteurs à s'auto-éditer, tout simplement. Le numérique, c'est quoi aussi? C'est l'impression à la demande. Alors là, moi, je pense que c'est une des choses les plus intéressantes du point de vue des modèles économiques que l'impression à la demande ou l'impression en petite quantité, parce que évidemment, ça change beaucoup les possibilités de faire connaître des livres qui méritent de tout petits tirages, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir, et ça permet donc d'ouvrir le jeu. La recommandation sur le numérique. Alors on évoquait au début Amazon, qui évidemment, oui, Amazon, c'est pas le meilleur lieu pour la découverte. Ça reste la librairie. Mais il y a des lieux de recommandation via le numérique, je pense. Alors, les jeunes vont beaucoup regarder des youtubeurs qui leur proposent de la lecture, et je crois qu'il ne faut pas négliger ça. La recommandation, elle existe sur le numérique, et donc je pense que voilà, le numérique se développe à la fois aux marges du marché du livre, et puis comme technologie qui peut servir le marché du livre dans ses modèles économiques, dans ses modèles culturels, dans sa manière de s'adresser aux lecteurs. Alors voilà, en conclusion, je dirais une chose qui me semble importante. Je pense qu'en même temps, nous vivons un moment qui est très intéressant de nouvelles respirations pour les libraires. Alors souvent on a dit, oh là là, les libraires, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors notamment avec le numérique, mais pas seulement. Et finalement on voit à quel point, alors eux aussi, ils arrivent
à tenir le choc, à prendre leur place. Ils ont gagné une sorte de bataille contre Amazon, grâce notamment au click and collect. Beaucoup de gens n'ont pas voulu, mais alors vraiment, ça a été vraiment un choix, aller sur Amazon et ont commandé leurs livres aux libraires. Ils sont allés les chercher chez les libraires où quelquefois ils ont été livrés. On voit bien aussi à quel point la recommandation, justement, qui est quand même le nœud de la guerre dans le monde du livre, où vous avez 70 000 ou quelque chose comme ça, nouveautés par an. Bon, eh bien, la recommandation, c'est le nœud, et le libraire reste le premier à savoir recommander les livres. Voilà, lieu de passage aussi, lieu d'échange, lieu de socialisation, et vive la librairie. Françoise, Isabelle. Bonjour, Isabelle Masse, consultante chez Weiss Solis, une société de communication à Paris, grande lectrice, et je fais partie des 7%, c'est-à-dire que j'ai une liseuse et je ne lis quasiment que sur ma liseuse, à 90%. On a quand même 2 gros problèmes sur le digital en France, je pense que vous les connaissez, mais je veux les rappeler. Le problème, c'est que la grande liseuse, la liseuse majoritaire, c'est la Kindle, donc moi j'ai l'autre, la Kobo, celle de la Fnac, puisque je ne veux pas être dans l'univers Amazon. Ce problème, quand même, il est inhérent au système. Et donc, ces 2 systèmes sont fermés. C'est-à-dire que je ne peux pas prêter un livre à quelqu'un qui a une Kindle et quelqu'un qui a une Kindle ne peut pas me prêter un livre. Mais maintenant, depuis quelque temps, je ne peux même plus prêter un livre à quelqu'un qui a une Kobo parce qu'il y a des DM bloqués. Donc, le DM, pour les gens qui ne pratiquent pas le digital, ça veut dire que, grosso modo, je ne peux pas prêter. C'est bloqué dans ma liseuse. Donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'un livre physique, je peux le prêter et autant de fois que je veux. Le vrai premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le prix, effectivement, qui est quand même beaucoup trop élevé, y compris sur les... Il y a beaucoup de livres qui sortent en poche et qu'on a encore au prix broché dans la liseuse pendant longtemps, pendant 1 an. Et ça, c'est pas normal. Donc ça, j'espère que vous avez un input là-dessus et que vous pourrez faire quelque chose. Merci. Oui, auquel je rajouterais, mais c'est peut-être une question à Françoise, à toi aussi, Pierre, sur le prix du livre lié au numérique et à la distribution et aux formules d'abonnement, etc. Il y a une tentation de revisiter la loi Lang, 40 ans plus tard. La loi Lang, elle a été quand même élargie au livre numérique, mais c'est vrai... Il y a un vrai sujet, madame, je vous rejoins quand même, à la fois sur l'offre et sans doute aussi sur la qualité de l'offre, pas tant les titres disponibles, mais aussi la manière dont l'accès. Il y a eu beaucoup de freinage qu'on peut comprendre en même temps, parce qu'on a un modèle économique robuste, qui est celui de l'édition papier, et on est en face, on a vu le tsunami qu'a représenté pour la presse ou pour la musique pendant des années, le passage au numérique. Je me rappelle très bien, moi, quand j'ai écrit mon livre sur le livre numérique, Alain Cook m'avait dit, c'était un moment où on se demandait vraiment ce qui allait arriver. Alain Cook, ancien président d'Editis, et il m'avait dit, on est un peu comme sur une plage, on sait qu'il va y avoir un tsunami et on est en train de plier tranquillement les parasols. Voilà. Et donc, c'était un moment donc, de grande inquiétude. Voilà, il y a des facteurs qui sont objectifs et qui tiennent aux pratiques, et puis il y a aussi sans doute un freinage de la part d'une profession un peu inquiète. Excusez-moi, moi je prends la parole, mais je devrais peut-être pas. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est pas tellement pas tellement le numérique bon. Le vrai problème, c'est l'occasion. Et c'est un problème parce qu'on ne rémunère pas les auteurs dans l'occasion et on n'arrive pas à trouver le modèle économique sur l'occasion parce qu'on a vu des certain nombre de plateformes qui vendent de l'occasion et on leur dit c'est super, oui, c'est développement durable, c'est de l'économie circulaire, c'est très bien. Ça associe les libraires. On espère que ça associe les libraires parce que pour l'instant, ce sont les grandes plateformes qui vendent l'occasion et on leur dit très bien, donc ce serait bien de trouver une façon de rémunérer le libraire, l'auteur. Et ils nous disent ah oui, mais non, vu les prix, comment voulez-vous qu'on fasse? Mais il va falloir qu'on trouve comment les rémunérer les auteurs parce que l'occasion, c'est dans la tendance actuelle évidemment très RSE puisque ça permet de recycler le livre, de recycler en termes de matières premières parce qu'on recycle le livre et le papier de toute façon. Mais on voit que c'est un sujet, tout le monde regarde à côté, mais c'est le sujet pour moi, l'occasion. Et
si on n'arrive pas à trouver ça, et d'ailleurs, on a une nouvelle loi sur les frais de port qui est passée, mais pour pénaliser, pour faire en sorte que personne ne puisse envoyer de livres avec 0 frais de port, mais ça va encore plus encourager l'occasion, qui, eux, n'auront pas ces frais de port. Donc, on voit qu'on va avoir vraisemblablement une montée du livre d'occasion, et il faut absolument que ce marché n'échappe pas aux auteurs, il faut absolument que ce marché n'échappe pas aux libraires. Voilà, donc c'était pour vous dire que vous parliez d'Alain Cook, mais quand on discutait beaucoup avec Alain Cook, que j'ai connu, c'était mon patron, et quand il était chez Hachette, et que j'étais chez Hachette, eh bien, on se voyait et on disait, mais on se rend pas compte, mais c'est ça le sujet de l'avenir, hein, qui va nous tomber dessus si on s'en occupe pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Excusez-moi, je vous rends. Pierre. Ah, mais effectivement, l'occasion, c'est le sujet de nos préoccupations. On ne sait pas exactement combien ça représente, mais entre 15 et 20%, d'après ce que l'on peut voir, ce qui est absolument considérable. Et effectivement, sans contrepartie à aujourd'hui. Il y a un projet de loi qui a été porté par la sénatrice Laure Darcos, qui a mis en place effectivement une grille tarifaire de frais de port. Alors, elle n'est pas encore diffusée, et la loi n'est pas encore non plus définitive. L'Assemblée nationale l'a votée à l'unanimité, il faut quand même, pour une fois, c'est important de le dire. Et il y a maintenant une procédure de rapprochement entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, dans lequel on a remis un volet sur cette grille tarifaire pour que les livres d'occasion y soient inclus. Je ne sais pas si ce sera voté comme ça, mais on l'a remis, on a produit un amendement pour que ce soit le cas. Françoise. Oui, j'ajoute un point sur le livre d'occasion, c'est qu'il y a beaucoup de fausses occasions. Moi, j'utilise beaucoup de livres scientifiques et j'achète donc des livres dont je m'aperçois qu'ils sont neufs. J'ajoute un point, c'est qu'effectivement, au départ, l'occasion dans le langage courant, c'était on a un livre qu'on n'utilise plus et puis dans une brocante, dans un vide-grenier, allez, sur le trottoir, on revend les livres. Aujourd'hui, c'est devenu un business pour arriver à un chiffre d'affaires comme celui-là. Voilà, et on trouve sur des plateformes d'occasion des livres qui ne sont pas encore en librairie. C'est combien le chiffre d'affaires ? C'est 17-18%, on pense, du total, c'est-à-dire c'est tout juste considérable. Oui, alors Oui, c'est sûrement lié au sujet que je vais aborder. Je me permets quand même, dans la logique de ce qui est abordé là, c'est-à-dire dans la logique de ce qui est abordé là, de sujets qui sont aujourd'hui, à mon avis, dont on ose peu parler, mais qui sont relativement problématiques et qui altèrent la situation économique des libraires, pour moi, c'est la ristourne qui est opérée pour les acquisitions formelles des bibliothèques. Je suis désolé, je suis issu de la puissance publique, j'ai piloté une collectivité territoriale et je ne vois pas en quoi, lorsque nous décidons de programmes de BTP, nous bénéficions d'une ristourne par le BTP. Je vous rassure que non. Pourquoi aurait-il aujourd'hui cette possibilité qui fait que l'acquisition opérée par la puissance publique bénéficie d'une ristourne qui peut aller jusqu'à 12%? Excusez-moi, je trouve que ça fausse ce schéma-là. Personne n'ose le dire. Il se trouve que j'ai une grosse journée professionnelle lundi où je vais conclure sur ce sujet. Et dans la salle, il y aura au moins une trentaine de bibliothèques. Donc je sais le nombre d'amis que je vais me faire. Donc voilà, c'est pour le dire, tout ça. Non, j'appuie tout à fait ce qui est dit là et on participera de manière différente à cette même opération lundi. Moi, je serai en Bretagne, mais voilà. Et on va appuyer sur ce point qui représente au global une somme d'à peu près 11 à 12 millions d'euros par an qui pourrait améliorer le chiffre d'affaires d'acquisition et améliorer la situation des libraires sur ce point-là. C'est eux qui sont taxés de ça et c'est un peu dommage. Tu as l'air non. J'avais juste envie de rappeler quand même que le livre n'est pas un produit comme les autres. Ben voilà, quand même. Donc, je vois bien la comparaison, mais comparaison n'est pas raison. Mais bon, on peut discuter. Et chère Isabelle, que dans le livre papier, tu n'as ni identifiant ni mot de passe. C'est quand même vachement bien. Le
le prix du livre en poche. Pourquoi? Oui. Bon, revenez avec nous, là. Merci, merci François, merci Michel sur l'occasion, etc. Alors, on parle un peu de carbone, cher Guillaume, et parle-nous, parce que Françoise l'a évoqué, mais l'expérience de l'édition à la demande. Oui. Merci, de l'impression à la demande. Merci Jean, bonjour. Je vais vous parler un peu de carbone. Alors effectivement, le SNE a publié une étude qui est assez réjouissante parce que l'édition fait des gros efforts et les chiffres sont incroyables parce que c'est 95%, c'est du papier FSC, les forêts sont replantées, etc. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Les forêts n'ont pas à être replantées à cause des livres. Non, je non, voudrais quand bien même sûr, qu'on le dise. On n'utilise pas, on ne coupe pas des arbres pour faire des livres. Il faut arrêter aussi ce fantasme-là. On utilise l'élagage et on utilise la sciure. Donc, on n'abat aucun arbre pour fabriquer des livres. Il faut arrêter de le dire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, cette étude, elle est, on l'attend, et avec la COP26, on est vraiment... l'édition est sur le papier, c'est formidable. Là où il y a un souci, c'est peut-être sur le transport, où on découvre que les livres sont envoyés en librairie, sont retournés, puis sont stockés, et ça produit du CO2. Et là-dessus, on est toujours avec des chiffres qui sont un peu pas très bons, quoi, parce que on discutait donc avec Jean-Baptiste qui me racontait que quand il commande un livre sur Prism, qui est en région parisienne, Prism l'envoie chez son transporteur qui est en région parisienne, qui l'envoie à Bordeaux, Bordeaux l'envoie vers Limoges, ensuite Limoges il vient un stock en Corrèze et ensuite il va à sa librairie. Ça fait quand même beaucoup de ruptures de charge et beaucoup de transport pour un livre. Et là, les transporteurs quand même accomplissent des exploits techniques parce qu'ils ne prennent que 8% sur le prix du livre. Et quand on voit tout ce qu'ils font pour y arriver, c'est quand même assez génial. Et il y avait justement Média Enseigne, il y avait Michel Belbunan qui parlait à propos du livre et du Big Bang de l'édition. Elle était avec un éditeur et avec la FNAC. Et elle expliquait deux choses qui sont intéressantes. C'est que le livre, il est résilient et il est toujours présent. Et il n'y a pas de... C'est une économie stable. En dépit, justement, des nouveautés et du monde qui bascule aujourd'hui. Ce qui intéresse, j'imagine, le groupe Bolloré. Mais pour parler du transport, et ce qu'évoquait Michel, c'était que au niveau c'est la question digitale, c'est qu'il y a des outils numériques, et là, l'édition est un peu en retard. Ce qui m'amène à la question de la décarbonation et à l'idée de dire que le numérique représente un vrai challenge et puis aussi une vraie opportunité pour améliorer et décarboner le livre encore plus. D'une part, pour suivre les livres, on peut le faire, et d'autre part, pour voir s'il n'y a pas de nouveaux outils qui permettent aussi de fabriquer des livres, dont l'impression à la demande que moi je pratique dans ma petite maison d'édition de Rien du Tout. Effectivement, mes livres ne sont pas présents en librairie, mais ils sont disponibles 24 heures sur 24. Et donc les libraires peuvent les commander. Ils sont imprimés et expédiés, c'est Hachette qui fait ça. Et ils sont expédiés au bout de 5 jours, je pense. À peu près, en gros, c'est ça les délais. Ce qui est quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est une grosse épine dans le pied d'Amazon qui, lui, doit stocker pour pouvoir expédier plus vite. Et donc, et les robots d'Amazon ne savent pas gérer l'impression à la demande parce que ils sont emmerdés. Ils se disent, je vais commander des livres, mais ils arriveront quand et quand est-ce que je les aurai et je en commande combien pour pouvoir les expédier. Et donc, c'est un souci pour eux, ce qui me réjouit assez. Cela dit, c'est toujours mon premier client, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le public va en librairie de plus en plus et les libraires commencent à comprendre que l'impression à la demande, puisque le livre est commandé en librairie, imprimé et expédié pour la librairie, la vente est ferme et il n'y a pas de retour.
beaucoup de libraires ont eu peur pendant un moment et aujourd'hui comprennent que c'est dans leur intérêt de ne pas avoir de retour. Et ça, c'est intéressant parce que pour la décarbonation, ne pas avoir de retour, c'est un effet considérable pour protéger l'environnement. J'avais noté aussi à propos de la décarbonation et du digital, il y a les livres en numérique et le prix du numérique, c'est quand même, à mon avis, est un souci pour une des raisons pour lesquelles il ne progresse pas en France, c'est peut-être parce qu'il est très cher. Un livre papier qui coûte 20 €, en numérique, il est à combien? À 15 €? Peut-être un peu moins, 12 € quoi, mais c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Et donc, une des raisons pour lesquelles le numérique ne se développe pas, c'est pour ça aussi. Il n'y a pas que le fait que ce soit... effectivement, c'est des technologies privées, donc Fnac, Kobo et Amazon Kindle, mais le prix aussi est assez dissuasif. Et là, la loi Lang protège exclusivement les libraires. Elle ne protège pas l'éditeur, elle ne protège pas l'imprimeur, elle ne protège pas le lecteur non plus, elle protège le libraire. Donc, si on fait des livres numériques et des abonnements comme on a voulu le faire, c'est au détriment du libraire. Donc, il y a un problème. Peut-être que là, la loi peut être améliorée pour développer le numérique. Et on en vient plus précisément à l'édition et aux statistiques. C'est quand ce qu'évoquait Jean-Baptiste tout à l'heure et au fait des statistiques des libraires, on pourrait voir comment on vit dans un monde qui bascule et qui est de plus en plus complexe. Et comment on peut améliorer le suivi des statistiques? Parce que quand aujourd'hui on dit que le tirage moyen est de, 3500 exemplaires, quand on a un best-seller, un prix Goncourt qui tire comme l'année dernière à 800 000 exemplaires, le tirage moyen, voilà, il faudrait connaître le médian peut-être. Et en fait, il y a... Comme ici, on voit, il y a beaucoup de stars qui vont beaucoup vendre. Et les autres, le ventre mou de l'édition, il est un peu absent des statistiques, on ne le voit pas. Et c'est là où la décarbonation peut intervenir parce que, en toute modestie, moi, je fais des best-sellers à 400 exemplaires et je m'en sors. Pas beaucoup, mais je m'en sors. Et donc, ça, c'est un truc intéressant, c'est grâce à l'impression à la demande. Parce que j'ai pas de stock, j'ai pas de retour, j'ai pas de pilon et j'ai pas d'immobilisation financière. Donc, voilà, ça, c'est la grande majorité des éditeurs. Pour ce qui est des best-sellers, ça marche très très bien et je pense que c'est très bien géré au niveau de la décarbonation parce qu'il n'y a pas de perte. Après, on verra avec les exemplaires d'occasion qu'on retrouvera sur le marché, forcément. Mais pour les autres éditeurs, pour les tout petits éditeurs ici, on voit très bien que les éditeurs, les auteurs locaux se vendent très bien parce qu'ils ont leur public aussi, c'est ciblé. Et ils vont le vendre et ils seront très contents. Mais pour les autres, ça va être difficile. La majorité de l'édition, en fait, elle est contrainte et elle va devoir prendre des mesures pour décarboner qui vont changer son modèle. Et le digital est vraiment la solution. Ce que disait Jean il y a 2 ans, c'était le digital qui était vraiment indispensable pour augmenter le gâteau. C'était vraiment la solution. Et effectivement, ça permettra aussi donc, de décarboner considérablement parce qu'on sera en mesure de cibler les livres, les acheteurs le trouveront et il n'y aura pas de perte. J'avais un autre... oui. Une autre, s'il y a des questions. Oui. Non. Après, je termine. Après, tu voilà. termines. C'est de dire, c'est la solution hybride. Voilà. C'était important parce que quand on tombe sur... Philippe Rey, il avait publié son... Mohamed, j'arrive jamais à prononcer son nom. Voilà, Sarr. Il le présente au Goncourt et tout d'un coup, il faut qu'il imprime beaucoup d'exemplaires pour pouvoir répondre à la demande. Et là, l'édition française, elle est très douée parce qu'elle est capable d'imprimer 1 million d'exemplaires, je dis 1 million, 500 000 exemplaires, 50 000 exemplaires très vite et de les distribuer très très vite
rapidement partout en France. Et dans mon modèle à moi, dans le petit, je dois prévoir, et on y travaille avec Hachette, c'est que si on a un best-seller à 400 exemplaires, on est capable d'avoir un best-seller à 5000 exemplaires aussi. Et on sort de l'impression à la demande à ce niveau-là. Et donc c'est savoir jouer, et ça c'est le digital qui le permet, sur plusieurs modèles. C'est comme dans les voitures hybrides. Il faut faire du... Voilà, pour pouvoir... Et en fait, pour conclure sur la décarbone... Oui. Formidable. On y arrive. Mais je suis en train de vivre cette expérience en Belgique avec une jeune auteure qui se vend très bien en Belgique parce que nous avons des petits stocks, des petits machins avec les... Voilà. Et pour dire que la décarbonation, on n'a pas le choix, c'est le monde bascule, on y va. Le digital nous y aide. Et je pense qu'il faut calculer aussi le fait de dire que... On dit que le digital pollue beaucoup. Certainement, les serveurs consomment beaucoup d'électricité, etc. Mais les transports polluent aussi. Il faudrait savoir calculer l'un par rapport à l'autre. Et au fond, je vous trouve que le plaisir de bien faire, c'est l'éclat de la réussite. Et une édition non décarbonée, c'est un peu comme, puisque nous sommes à Brive, un repas sans fromage, un baiser sans moustache et un train des écrivains sans sa vieille prune Louis Roch de Souillac. Voilà. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus à Guillaume? Non? Là-bas, oui. Une lectrice, simplement, j'aurais voulu savoir si ce modèle économique est employé par d'autres. Quelle est la part des éditeurs qui ont choisi votre modèle économique? Moi, je l'utilise. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Non, tu es absolument tout seul. C'est dingue. Ça peut, je pense que l'exemple qui est donné là est presque unique, oui, à aujourd'hui. Bon, il nous reste 6, 7, oui, il me dit 5 minutes, on peut en prendre 6 de plus. Non, bon, un peu. Jean-Christophe, à toi la parole pour toujours sur... Non, moi j'ai deux questions. La première, je me dis si finalement, on a beaucoup parlé de modèle économique, de distribution. Moi, je voudrais poser la question de la vocation des métiers de l'édition, c'est-à-dire comment le secteur de l'édition prépare les métiers. J'ai entendu hier soir la patronne d'Editis dire que finalement cette crise a révélé beaucoup de vocations. Enfin, voilà, comment la filière de l'édition prépare l'avenir et prépare à accueillir des jeunes à faire ce métier. Et ma deuxième question, qui est peut-être, je la pose à la présidente du Cercle des économistes. Quand on fait des enquêtes au niveau de la tribune sur que ferait si les Français avaient plus de pouvoir d'achat, parce que vous savez que c'est la préoccupation numéro 1 à quelques mois des élections présidentielles. Il y a la question du logement, les Français investiraient plus dans leur logement. Et ils investiraient un peu plus dans la culture. Donc moi j'ai envie de poser la question, c'est est-ce que véritablement on peut croire que s'il y avait plus de pouvoir d'achat, réellement les Français mettraient un peu plus d'argent sur le livre? C'est une question, sur la culture, oui. Sur le livre, comme le disait Régine, c'est le premier cadeau à Noël, par exemple. Donc il y a cette tradition d'acheter des livres, qu'on ne lit pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas d'acheter des livres, ça représente quelque chose. Après, la culture, c'est pluriel. Hein. Et surtout, quand on pose ce genre de questions aux Français, ils ont une vision assez large. Hein. Ça peut être un concert pop, ça peut être des tas de choses. Hein. Donc, ça peut être aussi un abonnement Netflix. Hein. Donc, j'ai du mal à répondre parce que je n'ai pas le détail de la chose. Mais c'est vrai que le livre occupe une place un petit peu à part dans la psyché collective et tout particulièrement en France. Beaucoup des ventes ici, Foire du livre de Brive, ils sont plus la jambe, mais je crois que le panier moyen est autour de 70-80 €, ce qui est considérable, mais la date les favorise parce que beaucoup des gens qui font la queue là viennent faire leurs courses pour Noël, pour mettre sous le sapin un livre dédicacé, Pierre, la question de... Alors comment est-ce que l'édition se prépare effectivement à toutes ces évolutions? D'abord, l'édition
elle innove beaucoup. Et il y a un chiffre qu'on ne connaît pas, mais qui explique beaucoup de choses. C'est que les 3/4 des maisons d'édition qui existent aujourd'hui ont moins de 30 ans d'existence. Ça veut dire qu'il y a de l'innovation, il y a de la jeunesse dans cette profession et une production qu'on a du mal à diminuer puisqu'elle attire encore beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs. Éditeur, c'est un métier d'entrepreneur. Ensuite, la formation, on a créé une association qui s'appelle l'Asfored qui gère toute la partie de formation initiale au métier de l'édition et on en a créé une filiale qui s'appelle Edinovo et qui, elle, prend la partie de formation continue au fil de l'eau sur l'ensemble des métiers et des composantes de l'édition. Ensuite, on parlait du numérique, du prix du numérique, de l'équilibre du numérique, etc. Mais on recherche surtout maintenant beaucoup aussi le multimédia. Et donc on développe beaucoup l'animation, on développe de la production de cinéma, de séries, etc. Podcast, bien évidemment. Le livre audio se développe énormément. On n'en parlait pas il y a 2 ans parce que ça représentait un pourcentage qui était inférieur à 1%. Mais aujourd'hui, on est passé au-dessus. Ce n'est pas encore phénoménal, mais c'est en pleine croissance et il faut le considérer. Et c'est un lieu d'investissement pour l'ensemble des éditeurs, y compris le podcast qui effectivement se développe. Les éditeurs et les grandes maisons d'édition qui produisent du son et de l'audio ont créé leur propre studio d'enregistrement et leur société de production. Donc ça veut bien dire qu'il y a un métier là aussi qui se développe et c'est très plaisant de voir ça parce que la lecture par l'oreille, elle est aussi très importante et des formats ont été créés, des formats de 52 minutes de lecture comme le temps d'une série. On peut écouter ça dans les transports, on peut écouter ça dans des circonstances qui ne sont pas forcément celles d'un fauteuil devant le feu avec un livre. Et donc ça, c'est très réjouissant et les éditeurs sont à la pointe et innovent sans cesse avec des initiatives de ce genre. Merci. Plus rien ? Ça m'aurait étonné. Oui. Non, je voulais juste dire aussi, on a parlé de l'édition, l'édition pénétrant le schéma économique et arrivant jusqu'à la librairie. Pensez quand même que il existe des éditions, je pense à la poésie qui est rarement citée dans le champ éditorial. C'est quand même un élément de l'ADN de la production française depuis des siècles. Et ce type de production n'est pas dans le marché. Il est dans la capacité, dans les manifestations et le lieu formel de ces ventes-là. Je ne pense pas que ça changera demain, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une diversité formelle dans le monde de l'édition et que le marché n'est pas la réponse à toutes ces possibilités. C'est amusant ce que tu dis, parce que sur mon papier, là, quand j'avais préparé, la dernière ligne, c'est « et la poésie dans tout ça ». Alors on peut terminer sans doute là-dessus. Merci Françoise, Guillaume, Pierre, Patrick, Jean-Christophe. Merci à vous qui avez résisté presque jusqu'au bout. Les autres auront un mauvais point. J'espère que ça vous a intéressé. C'est enregistré. Vous retrouvez l'enregistrement sur Corrèze Télévision point quelque chose. Hein ? Point quelque chose. Et puis ce sera retranscrit et on en tirera les actes et les principales choses. Merci.